Salut tout le monde, RCGarage68 pour un autre coin du débutant. Un poste un peu plus important au point de vue explication, à savoir la châssis-métrie. Alors non, c'est pas un nom grec, c'est pas latin, c'est pas une insulte, c'est tout simplement la mesure de vos trains roulants sur le châssis. On va inclure aussi à ce poste la position des amortisseurs. C'est quelque chose que j'aurais oublié, c'est grâce à Akan, merci Akan, de m'avoir précisé ceci sur une vidéo précédente, je crois que c'était le coin du débutant à propos du montage et de l'entretien des amortisseurs. Alors, j'ai ici une piste et un tout-terrain parce que les différences sont très importantes entre les deux au niveau des réglages de la position des amortisseurs. Si vous prenez deux amortisseurs qui ont été réglés exactement de la même façon, que ce soit au point de vue de l'huile du piston et du ressort, vous allez avoir une grande influence sur la réaction de la suspension par rapport à l'ancrage de l'amortisseur. Plus l'amortisseur est raide, comme ici c'est principalement utilisé en tout terrain, vous aurez extrêmement de souplesse dans la partie basse de la suspension. Plus la suspension va s'enfoncer, plus elle va devenir dure. Ce qui permet donc d'encaisser les gros chocs et les sauts. Ensuite, généralement en piste, ou aussi en tout terrain, si vous roulez sur un circuit qui est fait, donc qui n'est plus vraiment un simple champ labouré ou autre chose qui n'est pas prévu pour une voiture RC, on roule avec des suspensions plus allongées. On va montrer ici l'arrière, on verra mieux. Donc, plus vous couchez votre amortisseur, plus la réaction de l'amortisseur par rapport au chemin de suspension va rester identique. C'est-à-dire que l'amortisseur va réagir du début à la fin de la même façon. Je vais appliquer donc ici, on va dire, une pression de 10 ou 20 kg. Et avec ces 10 ou 20 kg, je vais pouvoir aller juste au bout de mon débattement de suspension. Ce qui n'est pas le cas quand l'amortisseur est raide. Quand l'amortisseur est raide, vous mettez une petite pression, elle va s'enfoncer et il vous faudra doubler la pression à la fin pour arriver en plein débattement. Là donc c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Donc une suspension plus couchée et plus souple du début à la fin, une suspension plus raide et plus souple en bas et extrêmement dure à la fin. Là aussi évidemment il y a des variantes. Si vous utilisez un ressort constant ou un ressort à spire variable comme c'est le cas par exemple chez Traxxas ou sur le HPI Savage qui lui possède des ressorts séparés ou sur les suspensions Proline. Il faut savoir que le petit ressort est là pour les petits débattements et le grand est là pour les grosses compressions. Donc ça dépend tout à fait de ce que vous disposez. Ensuite, les réglages de base. Nous avons le parallélisme. Le parallélisme est, comme son nom l'indique, l'état parallèle des deux roues du véhicule. Si vous avez du pincement, l'avant des roues, ici, va forcément être plus proche. Si vous prenez un simple mètre, vous pouvez mesurer donc l'écart à l'avant de vos roues et l'écart à l'arrière. Ceci vous donnera du pincement. Donc, négatif, il me semble, peut-être que je dis une bêtise, si les roues sont pincées vers l'avant, et négatif si les roues sont pincées vers l'arrière. Personnellement, j'utilise le terme pincement ou ouverture dans ce cas-là, qui est beaucoup plus clair. Si vous avez de l'ouverture, l'avant de vos roues sera plus écarté que l'arrière de vos roues. Ensuite intervient le carrossage. Le carrossage est le même principe, mais vu de face du véhicule, c'est-à-dire l'écart entre le haut de vos roues et le bas de vos roues. Ici aussi, vous pouvez parfaitement le mesurer avec un mètre. Il existe des bancs de réglage qui sont relativement coûteux et je dirais pas nécessaires en tout terrain, en loisir. Il y a des méthodes beaucoup plus simples. Vous pouvez tout d'abord mesurer exactement vos biellettes. Si vous voulez faire quelque chose de précis, vous enlevez vos roues, vous utilisez une plaque de Lexan ou un morceau de bois ou n'importe quoi, un simple carré, vous le percez à 10 mm au milieu pour le monter sur vos hexagones,
Et ensuite vous posez votre véhicule sur ici par exemple un plat, vous utilisez votre mètre et vous pourrez exactement mesurer donc l'écart entre les deux plaques métalliques ou en lexan ou en bois, ce que vous avez utilisé pour faire votre châssis métrique. Vous pouvez donc mesurer à l'arrière et à l'avant pour votre paralysme et vous pourrez mesurer le dessus et le dessous pour le carrossage. De cette façon, pour être sûr qu'ils sont identiques à droite et à gauche. Il y a aussi un autre angle, c'est l'angle de chasse. Alors l'angle de chasse est vu par le côté, en fait l'angle qu'a votre pivot de suspension. C'est-à-dire, carrossage égale à 0, votre pivot de suspension est parfaitement droit, donc quand vous braquez votre roue, elle va tourner parfaitement droit sur son axe. La plupart de nos RC ont un angle de chasse. C'est-à-dire que lorsque vous braquez, la roue va tout simplement se coucher. Ceci a pour effet, lors de l'accélération, de redresser plus facilement votre direction. C'est-à-dire, sortir du virage, vous lâchez votre radio, vous accélérez, le véhicule va se remettre naturellement droit et partir droit tout seul. Si vous avez un carrossage égal à 0 ou encore, ou pire, bon, ce qui personnellement je n'ai jamais vu, négatif, ça va induire exactement l'inverse. Les roues vont avoir plus tendance à rester braquées où vous êtes et votre véhicule, donc même si vous lâchez tout, va faire un tour complet. Ensuite, l'importance des angles par rapport au véhicule. Le fait d'utiliser la chasse, du carrossage, des pincements, etc. va vous permettre de mieux adapter le véhicule à votre style de conduite et au terrain sur lequel vous roulez. Le point négatif de tous ces réglages est que vous allez augmenter l'usure de vos pneus. Surtout sur des véhicules de piste ou des véhicules tout-terrain sur une piste prévue à cet effet, donc si vous roulez avec des petits picots, etc. En loisir, en utilisant des pneus à crampons avec des gommes relativement molles ou des pneus qui n'étant pas forcément taille basse, ça aura nettement moins d'influence puisque c'est le pneu qui va tout simplement travailler sur la différence de vos réglages. C'est quelque chose qu'on remarque extrêmement au Monster Truck. Si vous mettez un pincement élevé sur une roue de Monster Truck, vous allez rouler à un certain moment. Ensuite, vous vous arrêtez, vous allez voir que vos pneus vont carrément être décalés par rapport à vos jantes. Parce que eux, ils voudront forcément aller droit, et même si la jante est fortement pincée ou n'importe quel autre réglage que vous ayez. Personnellement, en loisir, j'utilise des réglages le plus neutres possible pour tout simplement augmenter donc la longévité de mes trains de pneus, surtout sur les pistes. Si vous faites un réglage optimal pour avoir une bonne tenue en virage, une bonne accélération comme on le fait en compétition, vos pneus vont tenir, si tout va bien, une course, peut-être deux. Et ça sera fini. En loisir, avec des réglages à 0, on peut tenir une dizaine de courses. Quand je dis course, en compétition, il roule quelques minutes, entre 8 et 10 minutes, il me semble, pour les manches. Nous, forcément, en loisir, on va rouler 15, 20, 30 minutes selon nos packs de batterie. Donc, quand je dis 10 packs de loisir, ça fait vraiment beaucoup. Et, parce que les pneumatiques sont un point, quand même un gros point du budget de la piste. J'oubliais aussi le kick-up. Alors le kick-up, qu'est-ce que c'est que ça? Le kick-up, c'est généralement, la plupart du temps, le petit angle que votre châssis fait à l'avant par rapport au reste. C'est-à-dire que votre châssis est plat et vous allez le retrouver en général avec l'avant comme ceci. Certains modèles comme la Ongno X3 Sabre ou le Erevo, tout simplement, ont un kick-up avant et arrière. C'est-à-dire que le châssis dans sa forme est comme ça. Ça permet en fait, lorsque forcément vous avancez, puisque les véhicules sont principalement prévus pour fonctionner en marche avant, d'encaisser les chocs qui arrivent. Si votre suspension est droite, lorsque vous allez arriver sur un rebord, comme ceci par exemple, si votre suspension est droite, au moment d'arriver sur votre rebord, la roue qui est en train d'avancer va devoir faire un angle donc à 90 degrés pour passer dessus, donc un choc relativement violent sur votre véhicule et sur vos trains roulants. Avec un angle de suspension donc comme ceci, votre roue va pouvoir au moment où le véhicule amortir dans le sens de marche du véhicule, ce qui me permettra de passer beaucoup plus facilement l'obstacle. C'est quelque chose qu'on remarque énormément donc sur un véhicule comme celui-ci qui n'a pas de kick-up arrière.
ou alors très légèrement induit par les réglages de cale de suspension à l'arrière. Lorsque vous arrivez sur un obstacle droit, comme un petit rebord de trottoir ou n'importe, l'avant va passer et l'arrière, lui, va avoir tendance par contre à monter ses fesses. Ce que vous aurez donc beaucoup moins avec un kick-up. Les inconvénients principaux du kick-up à l'arrière est que forcément un endroit du châssis sera plus bas à l'arrière, donc moins de garde-sol, plus de chances d'aller percuter le châssis sur l'arrière. C'est pourquoi la plupart des constructeurs ne le font pas sur le châssis, mais changent tout simplement l'angle de l'axe, en fait, ici du bras de suspension inférieur, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il soit parfaitement parallèle au châssis, le bras de suspension arrière va être réglé de cette façon-ci, pour permettre justement d'encaisser ces chocs. Le kick-up est beaucoup plus important sur les tout-terrains que sur les pistes, puisque les pistes ne sont pas confrontées à ce genre d'obstacle. Il est extrêmement marqué sur les deux roues motrices, pour la raison que je vous ai citée tout à l'heure. Si vous arrivez, votre roue sur un 4 roues motrices, vos roues avant sont entraînées, donc en sens de marche, la roue au moment de percuter l'obstacle va grimper l'obstacle. En deux roues motrices, ce n'est pas le cas. En deux roues motrices, la roue est parfaitement libre, donc il est nécessaire, si on voit bien, vraiment ça se voit très bien, donc comme vous pouvez le voir, un deux roues motrices a un kick-up extrêmement élevé, c'est-à-dire que les bras de suspension sont quasiment à 30 degrés par rapport au sens de marche, pour pouvoir, au moment de percuter l'obstacle, de pouvoir remonter. En deux roues motrices aussi, généralement les amortisseurs avant sont beaucoup plus souples que les arrières, puisqu'il faut, déjà il y a moins de poids, et il est nécessaire de compenser tous ces chocs pour ne pas arrêter le véhicule, ou ne pas qu'il monte tout simplement d'abord. Pour les réglages précis et leur utilité exacte, je vous conseille si vous avez une piste près de chez vous, d'aller voir les gens qui roulent sur la piste, et ils vous expliqueront bien plus amplement l'utilité ou la nécessité de tous ces réglages et leur influence exacte sur le comportement du véhicule. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, donc j'espère que j'ai répondu à vos attentes, puisque je rappelle que le débutant est fait pour des bases, on ne rentre pas dans le détail à proprement dit, c'est juste sur les réglages de base, les entretiens de base et les fonctionnements de base. Pour un détail exact, on va peut-être créer le coin du professionnel, mais ça c'est délicat puisque chaque professionnel a sa version des faits. Et l'effet des réglages ou différents incidents sur votre châssis ou vos suspensions ou l'utilisation de tel ou tel roulement dépend vraiment de tout un chacun, de son style de conduite et du terrain sur lequel il roule. Donc merci de ne pas perdre ceci de vue. Salut à tous, à bientôt.